Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo donc concernant le deuxième chapitre, hein. Donc dans le premier chapitre, on a vu comment on pouvait calculer, déterminer les quantités de matière qu'il pouvait y avoir dans des mélanges, hein, dans des échantillons qu'on allait préparer en vue d'une transformation chimique. Et bien dans ce chapitre, on va se pencher un peu sur cette fameuse transformation chimique. Comment est-ce qu'on peut la suivre pendant qu'elle a lieu, hein. Est-ce qu'on peut anticiper jusqu'où elle va aller, si on l'arrête à un moment donné, est-ce qu'on peut savoir précisément ce qu'il y a dedans? C'est ce qu'on voit dans ce chapitre. Donc là, je vous remets encore les objectifs du chapitre, hein. Vous pourriez retourner à la fin pour voir si effectivement il n'y a pas de zone d'ombre, hein. Bon, c'est un peu barbant, mais voilà, je vous le mets quand même, hein, c'est le texte officiel. Alors, une transformation chimique, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Lorsque plusieurs substances sont mises en contact, il peut arriver qu'une transformation chimique ait lieu. Il arrive que non, mais il arrive que oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe, hein? Bien, c'est simple, hein, les atomes qui constituent les molécules ou les ions qui vont être mis en contact, hein, eh bien, vont se réarranger et former des nouvelles espèces chimiques. D'accord? Donc c'est littéralement des molécules ou des ions qui vont se casser, les atomes vont se libérer ou vont migrer, et à la fin, les substances que vous aviez n'existent plus, et ce sont des nouvelles substances qui se sont formées à partir des atomes de départ. D'accord? Alors, les substances qui étaient présentes au début vont donc disparaître, on les appelle des réactifs, et les nouvelles substances qui vont être formées, hein, sont appelées les produits. D'accord? Retenez bien ça, je pense que ça commence à rentrer, mais bon, voilà. Alors, pendant une transformation chimique, les réactifs vont réagir avec une certaine proportion. Pour illustrer ça, hein, on rédige ce qu'on appelle une équation de réaction. Vous voyez ça comme une recette de cuisine. Vous savez, pour que la réaction en cuisine se passe bien, il faut tant de grammes de farine, tant d'œufs, tout ça. L'analogie est un peu là pour la chimie, hein. C'est juste que si vous respectez pas forcément les proportions, la transformation aura lieu. Mais dans tous les cas, à chaque fois que cette transformation a lieu, elle se déroule dans des proportions bien précises. Si on prend l'exemple de la transformation qui est juste en dessous, hein, eh bien les chiffres qu'il y a devant les différentes molécules là signifient là, en l'occurrence, combien de molécules réagissent à chaque fois que la transformation a lieu une fois. On appelle ça les coefficients stoichiométriques. Donc là, si on prend l'exemple du dessus, si la réaction a lieu une fois, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est simple. Une molécule de CH4, donc on appelle le méthane, doit réagir avec deux molécules de dioxygène, et ça va donner à la fin une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. Et à chaque fois que cette transformation a lieu, elle aura lieu dans ces proportions. D'accord? Eh bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, si, imaginons, la transformation, cette fois-ci, elle n'a pas lieu une seule fois, elle a lieu X fois. Voilà, ça peut être juste, ce X peut être 2, hein, ça peut être 10 000, ça peut être plusieurs milliards de fois, hein. Je vous rappelle que quand on fait une transformation chimique, il y a des quantités très élevées d'atomes, de molécules dans vos mélanges, hein, donc la réaction a lieu des milliards de fois. Eh bien, si la réaction a lieu X fois, eh bien c'est simple, hein, X molécules de CH4 vont réagir, mais dans ce cas-là, 2X molécules de dioxygène vont réagir, et ça formera X mol de CO2 et 2X mol d'H2O. D'accord? Ça, voilà, c'est une question de proportionnalité, hein. Si à chaque fois que la transformation a lieu, il y a deux fois plus de dioxygène qui réagit que de CH4, eh bien, si vous aviez X mol de CH4 qui réagit, eh bien, c'est que forcément, vous en avez eu 2X mol de O2 qui ont réagi. D'accord? Bon, ça, normalement, ça devrait aller. Alors, ce fameux X là, on l'appelle l'avancement d'une réaction, d'accord? Et permet de décrire l'évolution d'un système chimique, d'accord? Il faut imaginer en fait que votre transformation chimique, voilà, elle ne va pas avoir lieu comme ça. Certaines transformations sont considérées comme rapides, très rapides même, mais ça n'empêche que à l'intérieur, hein, à chaque fois que une molécule de méthane va croiser deux molécules de dioxygène, la transformation va avoir lieu. Donc elle va avoir lieu à plusieurs endroits, hein, dans votre bécher, si la réaction se fait dans le bécher, mais il va falloir un certain temps pour que tout réagisse au final. Ce temps peut être extrêmement rapide, mais il peut être aussi extrêmement lent. Vous allez voir qu'il y a des réactions qui sont très très lentes. D'accord? Donc on dit, hein, que voilà, une fois que X mol de CH4 a réagi, on appelle ce X l'avancement de la réaction. D'accord?
Alors, je vous donne un exemple là hein, d'une réaction, donc le diode hein, qui réagit avec les ions thiosulfate, comme on les appelle. Ça donne ça donne une autre substance, peu importe. Le plus important, c'est que côté réactif, vous voyez qu'une des deux substances est marron, alors que les deux produits sont incolores. Ce qui fait qu'en fait, en temps réel, hein, vous allez voir, au fur et à mesure que le diode va réagir et que donc il va disparaître, cette couleur marron va progressivement disparaître. Et au moment où elle aura disparu, on peut considérer qu'il n'y a plus de diode, que la transformation est terminée. Donc il est bel et bien possible, et on le fera en classe, d'observer l'avancement d'une réaction. Ou du moins, là pour le coup, pour cet exemple, quand cette réaction semble être terminée. Alors, pour modéliser un peu ce qui se passe là dans ce bécher quand on fait la transformation chimique, on rédige ce qu'on appelle un tableau d'avancement. C'est clairement la notion de ce chapitre, l'énorme notion, celle que vous devez, on va en faire plusieurs, il faut vraiment que vous soyez bien calé là-dessus. Hein. Donc je reprends l'exemple de cette réaction. Hein. Donc là, on notera qu'à chaque fois qu'une molécule de diode réagit, deux molécules de dion thiosulfate réagissent et forment, bon, ben, etc., etc. Alors, on imagine. On sépare, donc on écrit la transformation comme ça et on y insère un tableau en fait sous lequel il y aura autant de colonnes que de réactifs et de produits. Donc vous voyez, vous avez la colonne pour le diode, vous avez une colonne pour les ions thiosulfate et pareil pour les produits. D'accord? Ensuite, vous allez faire 4 lignes. Ces 4 lignes, eh bien, la première correspond à l'état initial. Qu'est-ce qu'il y a au début de la réaction? Quelles sont les quantités de matière que vous avez mises dans votre bécher au tout début? Dans ce cas-là, on dit que l'avancement est nul, x égale à 0, la réaction n'a pas encore commencé. Ensuite, on aura une autre ligne qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est pendant la réaction. On ne sait pas exactement où elle en est cette réaction, on dit que l'avancement est de x, ok. Ça suit son cours, c'est pas terminé, mais ça a déjà commencé. L'état final, c'est la fin de la réaction. On l'appelle XF, c'est lorsque, bien, on va en parler de ça. Quand est-ce qu'arrive cet état final? Mais en tout cas, la réaction est terminée. Et ensuite, on y rajoute une dernière ligne, c'est ce qu'on appelle Xmax, c'est est-ce et si cette transformation était totale? Parce que oui, ça c'est une nouveauté hein, par rapport à ce qu'on vous avait dit jusque-là. Lorsque vous mélangez des substances et qu'une transformation chimique a lieu, on avait des fois tendance à vous dire que la réaction se poursuivait jusqu'à ce que au moins un des réactifs soit terminé. Eh bien, ça n'est pas tout à fait vrai. Il y a des transformations qui ne vont pas jusqu'au bout. Les raisons sont un peu complexes, hein, vous le verrez plus tard, hein, c'est carrément au programme du lycée, vous inquiétez pas. Mais en attendant, il y a des transformations qu'on appelle du coup des transformations partielles qui s'arrêtent alors même qu'il reste encore potentiellement des réactifs. D'accord? Et bien là, cette dernière ligne, c'est et si la transformation était totale, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc maintenant, il va falloir remplir ce tableau. Je vais y aller tranquillement, vous expliquer, c'est quand même la grosse notion de ce chapitre. Hein. Donc pour ce qui est des états initiaux, eh bien en général, c'est la première question d'un exercice, on vous demande de calculer les quantités de matière qu'il y a en réactif. C'est pas compliqué en général, vous verrez. C'est complètement des exercices que vous avez fait au début du premier chapitre, là, avec les masses molaires, les concentrations en quantité de matière. Vous êtes en terrain connu, totalement. Et évidemment, les produits, comme la réaction n'a pas commencé, ben, il n'y en a pas encore, donc c'est 0. L'état intermédiaire, alors je vous montre pour ce qui est de I2. Bien c'est simple. À l'état intermédiaire, il y a la quantité initiale de I2, moins X, c'est-à-dire que là on vous dit que la réaction a eu lieu X fois, et à chaque fois qu'elle a lieu, c'est à ça que veut dire le petit 1, à chaque fois que la réaction a lieu, vous avez une molécule de I2 qui réagit. Donc là, si la réaction a eu lieu X fois, eh bien vous avez la quantité initiale de I2 moins X. Ok? Et donc, si vous commencez un peu à comprendre comment ça fonctionne, pour SDO3 là, pour le lésion thiosulfate, eh bien vous avez la quantité initiale, moins 2x cette fois-ci, puisque si vous regardez bien, il y a un 2 devant ce SDO3 qui veut dire qu'à chaque fois que la réaction a lieu, ce sont deux molécules qui sont consommées. Donc si la réaction a lieu x fois, eh bien ce sont 2x molécules qui ont dû réagir. Donc vous avez N0 moins 2x. Et du coup, côté produit, eh bien c'est simple. À chaque fois, ce que dit l'équation là, c'est qu'à chaque fois que la réaction a lieu, ce sont deux molécules deux ions I- qui sont produits. Eh bien, si la réaction a lieu X fois, ce sont deux X ions I- qui sont formés. Et pour S4O6 eh bien, cette fois-ci, il n'y a pas de nombre devant. Hein, ça sous-entend que c'est le chiffre 1. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la réaction a lieu, c'est
un ion S4O6 qui est formé. Si la réaction a lieu X fois, eh bien il y en a X qui sont formés. Ok, j'espère que ça va. L'état final, eh bien pour le coup, si vous avez bien rédigé cet état intermédiaire, l'état final n'est pas compliqué. C'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de X, c'est XF, c'est-à-dire le nombre de fois que la réaction a eu lieu en tout. Et une fois que vous avez fait cette ligne pour Xmax, c'est exactement pareil. À la place de XF, c'est Xmax. Mais si vous avez compris comment remplir la ligne état intermédiaire, en fait, vous savez remplir la totalité du tableau. Voilà. On a un tableau qui est plein d'inconnus. C'est génial. Comment on fait concrètement ensuite pour dire, OK, maintenant que notre réaction est terminée, comment je sais ce qu'il y a dedans? Eh bien, c'est très simple. La transformation se termine. On part du principe, on dit, OK, on part du principe que la réaction est totale. Si elle est totale, ça veut dire que la réaction s'est terminée parce qu'au moins un des réactifs a été totalement consommé. Comme il n'y en a plus, la transformation ne peut plus aller plus loin. Ce réactif, on l'appelle le réactif limitant. C'est lui qui a stoppé la transformation. Du coup, là, dans le cas qui nous occupe, eh bien, il y a deux cas de figure. Soit c'était le diode, le réactif limitant. Et dans ce cas-là, vous allez dans la case Xmax, là, et donc vous dites eh bien qu'à la toute fin, ici, N0I2 moins Xmax, là, eh bien c'est égal à 0. Il n'y en a plus. D'accord? Donc, si N02I2 moins Xmax est égal à 0, ça veut dire là que Xmax était égal à la quantité initiale que vous avez mis en diode. D'accord? Si c'est le diode, le réactif limitant, eh bien, vous savez précisément combien de fois la réaction a eu lieu si vous connaissez la quantité initiale qu'il y avait. Deuxième cas de figure, ça n'est pas le diode de réactif limitant, c'est l'autre substance, S2O3 Eh bien là, pareil, vous reprenez la ligne dans Xmax, qui correspond à la colonne de S2O3 et vous dites la quantité initiale en S2O3 moins ces fameux 2 Xmax, eh bien c'est égal à 0. Il n'y a plus d'ion thiosulfate. Et dans ce cas-là, vous en déduisez que Xmax est égal à la quantité initiale de ces ions divisé par 2. D'accord? Maintenant, vous avez vos deux cas de figure là. Comment déterminer lequel Xmax est le bon? Eh bien, c'est simple. Le bon, c'est celui qui correspond à la plus petite valeur de Xmax. Puisque si I2 est consommé en premier, eh bien, la réaction s'arrête immédiatement, même s'il reste des ions thiosulfate. Donc, vous faites ces calculs dans les deux cas. Et le Xmax le plus petit correspond effectivement à l'avancement maximal de la réaction. Okay, ça, vous allez le faire très souvent. Vous allez en faire une paire de tableaux comme ça d'avancement. Et à chaque fois, on vous dira en déduire quel est l'avancement maximal de cette réaction, quand est-ce qu'elle s'est arrêtée. Vous allez faire vos deux cas de figure. Vous allez prendre le Xmax le plus petit. Vous allez dire, voilà, la transformation, Xmax est égal à ça. La réaction n'a pu avoir lieu que Xmax fois. D'accord. Et après, en général, on vous dit en déduire la composition de votre mélange à la fin. Bon, maintenant que vous connaissez Xmax, vous pouvez directement remplacer dans le tableau et vous allez trouver les valeurs de vos réactifs et de vos produits. Je dis de vos réactifs parce que rappelez-vous, un des deux réactifs aura été totalement consommé, c'est le Xmax que vous avez trouvé, mais du coup, l'autre, ça sous-entend qu'il en reste. D'accord? Donc, il faudra aussi calculer combien il en reste. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que du coup, maintenant que vous savez ça, il va y avoir un moyen très facile de faire des économies finalement. C'est qu'avec cette technique, on peut contrôler précisément quelles sont les quantités de matière qu'on amène en réactif pour faire en sorte qu'à la fin de la réaction, les deux réactifs aient été consommés totalement. Pas de gâchis, ok? Ça serait vraiment trop bête qu'une transformation s'arrête, que vous ayez un des deux réactifs qui soit consommé, mais qu'il en reste de l'autre. Un, c'est du gaspillage, parce qu'on ne va pas pouvoir aller le rechercher, ou difficilement du moins. Deux, ça gêne. C'est-à-dire que quand on fait une transformation chimique, le but c'est d'obtenir un des produits, c'est voir les deux. Ce sont les produits qui nous intéressent, les réactifs vont nous gêner. Donc en fait, il faut faire en sorte qu'il n'y en ait plus à la fin. Et bien pour ça, on dit qu'il faut les amener dans les proportions stoichiométriques. Alors ça se redémontre cette formule, mais en l'occurrence, vous avez cette relation qui relie les deux. C'est-à-dire que si vous voulez pile poil amener les bonnes quantités de matière, eh bien il faut que la quantité de matière initiale du réactif A divisé par le petit nombre qu'il y a devant soit égale à la quantité de matière de la substance B divisée par son coefficient B.
Et là, si vous respectez si cette relation est respectée, eh bien, vous pouvez du coup, vous êtes sûr qu'à la fin, quand ce sera terminé, il n'y aura plus de réactif. C'est la fin de la première partie de cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir. Mine de rien, peut-être que cette partie n'était pas très longue, mais la notion abordée est extrêmement forte, vraiment très importante. Donc il faut vraiment que vous compreniez bien. Et de toute façon, si c'est pas très clair pour vous ce tableau, on en refait en classe, ne vous inquiétez pas. Donc on passe à la deuxième séance, l'oxydoréduction. Donc tout ça, on va l'appliquer à une transformation en particulier que vous allez voir cette année, l'oxydoréduction. Vous connaissez cette transformation chimique, c'est typiquement la transformation qui a lieu lorsque les métaux rouillent. Okay, quand du fer rouille, c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors observons, là nous avons en fait un exemple. On mélange du fer dans une solution d'ion cuivre, d'accord? Et on se rend compte que ces ions cuivre, mais petit à petit, on voit un dépôt solide qui se crée, hein, et on se rend compte que du métal Cu a été formé. À l'inverse, on voit que le fer solide disparaît progressivement, par contre devient des ions fer2 dans la solution, en solution, d'accord? Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, on a eu un échange, on avait du fer solide au début, maintenant à la fin c'est du cuivre, et on avait des ions cuivre en solution, et il n'y en a plus, et maintenant c'est des ions fer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous allons nous pencher là-dessus, hein. On avait des ions cuivre 2 au début, et à la fin on a du cuivre solide. Eh bien, on le rédige pour voir ce qui s'est passé, hein. On avait Cu2+ au début, on a Cu à la fin. Eh bien, pour passer de l'un à l'autre, il suffit de rajouter 2 électrons. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans ce bécher, mais vraisemblablement, les ions cuivre ont croisé 2 électrons, et du coup, les ions cuivre sont devenus du solide Cu. A l'inverse, pour le fer solide, on avait du fer solide au début, Fe, et à la fin, c'est devenu l'ion Fe2+. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Eh bien, vraisemblablement, ce fer-là, ben, il a perdu 2 électrons. C'est-à-dire que maintenant, il est Fe2+, et il y a 2 électrons qui sont partis ailleurs. Okay, là, peut-être que certains commencent à voir ce qui se passe, hein, puisqu'on a là, les ions cuivre semblent avoir récupéré 2 électrons de on ne sait pas où, alors que le fer a perdu 2 électrons, ils sont partis on ne sait pas où. Bon, ben là, normalement, vous faites le lien, hein, les électrons que le fer a perdus, eh bien, ce sont les ions cuivre qui les ont récupérés. Okay, alors, C égale, là, que j'ai noté, hein, c'est ce que on les écrit pour dire en fait que les équations fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire que les ions cuivre 2 peuvent devenir du cuivre solide, mais on aurait pu aussi les rédiger dans l'autre sens. D'accord? Bon, vous verrez plus tard pourquoi je vous fais cette petite précision. Donc, ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction, ça n'est qu'un transfert d'électrons d'une substance vers une autre. D'accord? Ce qu'on appelle l'oxydant, c'est une espèce chimique qui va capter un ou plusieurs électrons. D'accord? Ce qu'on appelle un réducteur, c'est l'espèce qui va donner des électrons. Alors, comment le retenir ça? Pas facile. Pas facile. Moi, à l'époque au lycée, j'avais trouvé un moyen. Soit vous l'apprenez par cœur. Moi, j'avais fini par trouver un moyen. L'oxydant, dans son nom, on a donné ce nom à cette substance parce qu'en fait, elle est capable d'oxyder les choses. Et je ne sais pas, vous, si ça vous parle, la notion d'oxyder, mais on a l'impression, quand on dit on va oxyder quelque chose, c'est qu'on va l'abîmer, on va lui ôter quelque chose, on va le bousiller, en gros, hein. Eh bien, c'est exactement ça. Si on l'a appelé l'oxydant, c'est parce qu'il va voler des électrons à une autre substance. Alors voilà, nous on dit que l'oxydant capte des électrons, en réalité, voilà, il les a piqués à une autre substance, d'accord? Il a oxydé l'autre substance, d'accord? Et donc, bon, bah, du coup, le réducteur, il a subi l'oxydant, donc bah, lui, il a perdu ses électrons, d'accord? Ok. Ce qui fait que du coup, ça donne des choses un peu bizarres, mais un réducteur est oxydé à cause de l'oxydant, d'accord? Et l'oxydant est réduit à cause du réducteur. Et c'est là que c'est un peu bizarre, parce que moi je trouve que ça sonne très mal à l'oreille. On dit qu'un oxydant est réduit, on pourrait penser qu'il perd quelque chose du coup. Alors que non, en fait, il récupère des électrons. Bon voilà, gardez en tête, un oxydant, c'est une espèce qui est capable d'oxyder quelque chose. Donc de lui voler, de l'abîmer, de lui casser quelque chose, en l'occurrence, c'est de lui voler des électrons. D'accord?
Voilà, bon, j'ai ce graphique qui je pense pas soit particulièrement aidant, hein, mais voilà, vous avez d'un côté l'oxydant, Cu2+, et de l'autre côté le cuivre, qui va être le réducteur, et effectivement, hein, l'oxydant va capter des électrons, en l'occurrence 2 électrons, pour devenir le cuivre. Et ce cuivre, qui est le réducteur, s'il perd des électrons, eh bien il redevient Cu2+. Voilà, d'accord? Cette réaction d'oxydoréduction, hein, aura lieu si vous mettez en contact un oxydant avec un réducteur d'une autre espèce. Okay, si vous mettez, parce que là, si vous mettez Cu2+ en contact avec Cu, il ne va pas se passer grand-chose globalement, d'accord? Il faut vraiment un oxydant d'une espèce avec le réducteur d'une autre. Alors, on appelle ça des couples, en l'occurrence, ce Cu2+ Cu là, on appelle ça le couple oxydant-réducteur, hein, du cuivre. On l'écrit sous cette forme, Cu2+ Cu, donc on met l'oxydant toujours en premier. Donc celui qui est chargé positivement, hein, le plus positivement des deux, c'est l'oxydant, c'est le premier. Donc là on écrit Cu2+/Cu. Et pour ce qui est du fer qu'on a vu tout à l'heure, hein, eh bien c'est un couple aussi, un autre couple oxydant-réducteur, c'est le couple Fe2+Fe. Fe2+ étant l'oxydant et Fe étant le réducteur. Ok? Eh bien voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on prend un oxydant, par exemple Cu2+, et qu'on le met en contact avec le réducteur d'une autre espèce, par exemple le fer, eh bien la réaction va avoir lieu, et du coup le Cu2+ va se transformer en Cu, et le Fe va devenir Fe2+. D'accord? Alors, eh bien souvent on va vous demander, qu'est-ce qui se passe si on mélange ces espèces-là? D'accord? Eh bien là, il va falloir suivre cette méthode que je vous donne là. Donc, en général, on va vous dire, on met en contact telle espèce avec telle espèce. Tout d'abord, il va falloir rédiger les couples. C'est-à-dire que par exemple, si on vous dit j'ai mélangé des ions cuivre, Cu2+, avec du fer. Bon, j'ai des ions Cu2+. Le couple oxydant-réducteur qui correspond à où il y a Cu2+, hein, c'est Cu2+, Cu. Ok? C'est écrit. Ensuite, il y a du fer dedans, donc je reprends le couple oxydant-réducteur avec le fer dedans, Fe2+, Fe. D'accord? Vous soulignez les réactifs, je vais vous montrer ça après, hein. Vous rédigez ce qu'on appelle les demi-équations redox. Donc c'est-à-dire, eh bien, pour le Cu2+, Cu, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est Cu2+, plus 2 électrons qui donnent du cuivre. Okay, vous faites ça pour les deux, et ensuite, je vous explique après. Je vais prendre un exemple, vous verrez, ça va être beaucoup plus parlant. On vous dit, je mets en contact des ions argent avec du zinc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez des ions, et on vous précise, alors on le fera souvent ça, vous avez de l'argent solide et des ions Zn2+, qui se forment du coup. Bon, déjà, reconstituez les couples oxydant-réducteurs. Vous avez Ag+, et vous avez de l'argent solide, donc le couple Ag+, Ag. Ce qu'il y a dans les parenthèses, je vous les expliquerai, mais plus tard. Ensuite, on vous dit qu'il y a du zinc solide et des ions Zn2+, eh bien le couple correspondant, c'est Zn2+, Zn. Je vous rappelle, c'est la substance la plus positive à gauche du couple. Ensuite, vous rédigez ce qu'on appelle les demi-équations, c'est-à-dire comment cet Ag+, se transforme en Ag. D'accord? Eh bien, Ag+, pour donner de l'Ag, eh bien, il faut qu'il récupère un électron. D'accord? Et Zn2+, pour devenir Zn, il faut qu'il récupère 2 électrons. D'accord? Vous soulignez les réactifs qui étaient en présence au début, c'est-à-dire que là, on vous dit que dans la réaction au début, il y avait des ions argent, donc j'ai souligné Ag+, et il y avait du zinc Zn, je souligne Zn. D'accord? Deuxième étape. Vous allez réécrire ces demi-équations, mais cette fois-ci, les substances soulignées, les réactifs qu'il y avait au début, doivent être tous à gauche. Donc là, pour Ag+, c'était déjà bien rédigé. Par contre, pour le Zn était à droite. Donc on le recopie, mais cette fois-ci, le Zn, on le met à gauche lui aussi. Ok? Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, il faut regarder combien d'électrons ont été perdus ou gagnés par les deux espèces. Il faut que ce nombre corresponde, d'accord? Pour vous expliquer ça simplement, hein, si, là par exemple, l'Ag+, pour devenir de l'argent, il a besoin d'un électron, d'accord? Mais en dessous, le Zn, lui, il a lâché 2 électrons. Bon, là, il va y avoir un souci, ça ne va pas être équilibré, c'est-à-dire que d'un côté, il y a besoin d'un électron, de l'autre, il en largue 2. Non, il faut faire en sorte qu'il y ait le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. Mais pour le coup, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de multiplier une des deux demi-équations pour qu'on obtienne le même nombre d'électrons. Je vous montre et vous allez voir, c'est limpide.
Eh bien pour le coup, si vous regardez bien, hein, comme il y a 2 électrons libérés en dessous, là, et qu'il n'y en a qu'un seul au-dessus, eh bien c'est la ligne de l'argent là qu'on va multiplier. Pour avoir 2 électrons, on va simplement tout multiplier par 2. C'est-à-dire que si un Ag+, plus un électron donne un argent, eh bien dans ce cas-là, 2 ions Ag+, plus 2 électrons vont donner 2 Ag. On a tout multiplié par 2. Et là maintenant, on a bien le même nombre d'électrons dans les deux demi-équations. D'accord? Dernière étape. Donc là, je vous ai bien recopié les deux demi-équations. La dernière étape est très simple. On additionne tout simplement les deux demi-équations. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on dit que 2Ag plus 2 électrons donne 2Ag, plus la deuxième équation, Zn donne Zn de plus 2 électrons. Ça donne, eh bien, vous recopiez tout ce qui est côté réactif à gauche et tout ce qui est côté produit à droite. Et ça vous donne 2Ag plus 2 électrons plus Zn donne 2Ag plus Zn de plus 2 électrons. Et si vous regardez bien, vous avez 2 électrons à gauche, vous avez 2 électrons à droite, vous pouvez les enlever. D'accord? Il n'y a pas, voilà, quand vous verrez ça, on vous l'expliquera aussi, hein, mais quand il y a la même substance à gauche et à droite, eh bien on l'enlève. Là en l'occurrence, 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite, on les enlève et vous obtenez enfin eh bien, l'équation de la réaction qui a eu lieu. C'est-à-dire que 2 ions Ag+, ont réagi avec un atome de zinc et ça donnait 2 atomes d'argent plus 1 ion Zn de plus. D'accord? Si c'est pas très clair, on va le refaire. Je pense que vous allez commencer à avoir l'habitude maintenant, hein. Des fois, vous avez des zones de flou dans les vidéos que vous regardez. Et en classe, on résout tout ça. D'accord? Mais si vous avez compris ne serait-ce un début de ça, c'est très bien. Et vous constaterez que jusque-là, il y avait des égales dans les demi-équations et que là, j'ai mis une grande flèche. D'accord? Cette grande flèche signifie que la réaction a lieu dans un seul et unique sens et qu'en plus, elle est totale. D'accord? Voilà. Je vous ferai aussi un petit point là-dessus sur les différentes façons d'écrire les différents signes qu'on peut trouver dans une équation de réaction. C'est pas compliqué. D'accord? Alors là, c'est un cas plutôt simple. Peut-être que vous les trouvez dur parce que c'est votre premier contact avec cette façon de faire. Parfois, il y a des ions H+, ou de l'eau qui vient se former. Voilà, ça complique, mais un tout petit peu, vous verrez, c'est pas non plus super compliqué. Eh bien voilà, c'est la fin du chapitre. Je pense que c'est pareil, peut-être quelques petites choses ont dû vous poser des soucis. On se retrouve la prochaine séance et on va voir de manière très concrète cette fameuse réaction d'oxydoréduction. Bonne fin de journée et moi je vous dis à la prochaine séance.